Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. À la une de cette édition, l'hôpital de district de Nanga et Boko, plus malade que ses patients. Le docteur Manaouda Malachi est allé consulter un grand malade au pronostic vital entamé. Croulant sous le poids de l'âge, la formation sanitaire manque presque de tout pour offrir des soins appropriés au public. Coupe d'Afrique, finale de la Coupe d'Afrique de handball 2021, rêve brisé pour les Lions indomptables du Cameroun. Elles ont été battues 25-15 par les Palanquinas Negras d'Angola au Palais des Sports de Yaoundé. Voilà pour le sommaire. Une fois encore, bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous recevoir chez vous. Plusieurs familles, désormais sans abri au quartier Bonaberi, dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. Leurs maisons d'habitation ont été détruites à la suite d'un litige foncier, les opposant à un tiers, se revendiquant propriétaire du terrain mis en valeur. D'autres précisions dans ce reportage de Gladys Sidi. Quartier Ndobo dans le 4e arrondissement de Douala. Ces bruits sont ceux des toitures des maisons arrachées à la va-vite par les propriétaires. C'est le sauve qui peut. La zone doit être rasée et les engins sont à pied d'œuvre. Il faut donc tenter de récupérer ce qui peut encore l'être. Une opération de casse qui fait des gorges chaudes. Il faut qu'on cesse de détruire les gens. Il faut qu'on cesse parce qu'on a décidé dans le quartier. Il y avait vraiment il n'y avait même pas moyen pour descendre. Il y avait un piste, les forêts. Aujourd'hui, quand on construit ça, qu'on chasse ça l'eau pas. On quitte là-bas, on vient de nulle part. On dit qu'on vient casser. Les populations déguerpies crient à l'injustice et déclarent que le site est un terrain querellé et que l'affaire est encore pendante en justice. Nous sommes dans un pays, on ne sait pas si nous sommes les Congolais ou les Tchadiens, ou les Nigériens ou les Gabonais, nous sommes les Camerounais. On ne connaît plus là où aller vivre. Au sud-ouest, ça ne va pas. Au nord-ouest, ça ne va pas. Nous avons fui pour venir se recaser ici. Ça fait 11 ans que nous sommes dans ce quartier. Ça, c'est une terrain marécageuse. Et nous avons vu les tests du Cameroun que le terrain marécageux, un individu ne doit pas avoir un matricule dans un terrain marécageux. Mais nous sommes surpris de voir comment un individu a fait jusqu'à obtenir le titre foncier. C'est un dossier qui est encore pendant devant la justice. Je pense qu'il va falloir peut-être sensibiliser le Cameroun tout entier pour que des choses pareilles ne se reproduisent plus. Certains sont d'autant plus remontés qu'ils déclarent avoir été surpris par les casses. On ne refuse pas que ça peut être un terrain litigieux, mais il fallait au moins avertir, venir tracer les limites avant de venir commencer les casses. On nous a surpris le matin comme ça, ils ont seulement commencé à casser. On vient casser les gens, on ne donne pas les limites. On vient casser, on met les innocents dedans. Même quand je parle là, je fais partie des innocentes. On m'a mis, moi, il m'a fait ça au sol. Et après maintenant, le géomètre vient, on dit que nous ne sommes pas dans le lot. Et je ne connais pas comment nous on va faire. Avec cette nouvelle opération de déguerpissement dans la ville de Douala, ce sont ainsi près de 100 familles qui se retrouvent sans domicile. Encore des morts sur la route. 3 personnes perdent la vie dans un accident de la circulation survenu au lieu dit Fico dans l'arrondissement de Banga. Les 3 personnes roulant sur une moto ont été violemment ou percutées à mort par un véhicule. Martin Abanda. C'est la consternation ce matin dans le village Fico, à quelques kilomètres de Mbanga, sur la nationale numéro 5. 3 personnes trouvent la mort des suites d'un accident de circulation alors qu'elles vaquaient à leur activité champêtre. Selon les témoignages, la voiture de marque Corolla aurait amorcé le virage à vive allure. Le chauffeur va perdre le contrôle du véhicule suite à un éclatement de roues avant de percuter violemment les malheureux qui ont trouvé la mort sur le champ. Il s'agit d'un couple et d'une femme à bord d'une moto. Saisi par la situation, le sous-préfet de Mbanga est descendu sur les lieux. Un accident qui a coûté la vie à 3 de nos administrés. Il s'agit d'un véhicule personnel en direction de Kongsamba qui a percuté 3 personnes qui sont allées au champ ce matin. Un homme et 2 femmes. L'accident se produit ici pratiquement à l'entrée du village.
Et cet endroit a toujours enregistré des accidents mortels. Un accident qui survient quelques jours seulement après le lancement de la campagne spéciale de contrôle de véhicules pour freiner les accidents pendant cette période de vacances jusqu'à la prochaine rentrée scolaire. Ce triste incident a permis au sous-préfet Christine Tembo de revenir sur les recommandations les plus basiques concernant l'usage de la route. Pour une fois de plus sensibiliser les usagers de la route, surtout le conducteur, de respecter les règles du code de la route, d'être vigilant sous la nationale numéro 5. Quant aux riverains, ils font appel au pouvoir public afin de trouver une solution palliative à ces accidents survenus maintes fois au même endroit. Vraiment, si l'État pouvait tout faire pour nous placer des dos d'âne de part et d'autre de cette entrée, je crois que ça va vraiment résoudre partiellement le problème. On se rend compte que cet accident, à voir la position du véhicule, auteur de l'accident, c'est un excès de vitesse. Les 3 dépouilles d'agriculteurs ont été mises à la morgue de l'hôpital de district de Mbanga. Quant au chauffeur du véhicule, il a été conduit au poste de gendarmerie de la même ville. Découverte macabre dans l'arrondissement de Bafoussam 1er. Un homme d'environ 50 ans a été retrouvé mort au quartier Vonta. Une enquête est en cours à la brigade de recherche pour élucider les circonstances exactes de cette mort tragique. Vivien Tonfac et Robert Kenny. Sous ce pagne, Joseph Tali, cet homme âgé de 47 ans, a été retrouvé sans vie par un passant dans la cour de son domicile, au quartier Vonta, dans l'arrondissement de Bafoussam 1er. Ce matin, on m'a interpellé, j'étais au niveau de vie en ville. On m'a interpellé pour me dire que mon petit frère est tombé, mais on l'a trouvé mort devant sa cour. Moi, j'arrive au lieu de service à 8h12. Quand je porte le premier, chez mon voisin, à côté de lui, il y a une ferme, ma ferme. Je porte 2 sortes d'aliments et commence à servir. C'est un petit jeune homme qui passe, m'appelle, me demande qu'est-ce qui c'est que voir le père Dany qui est couché dans sa cour là-bas, comme s'il est mort. Peu avant la découverte macabre, ce cultivateur de profession a été aperçu ici au marché de Banefo, non loin de son domicile. Il m'a donné 200 francs, prendre un fighter et la cigarette de 100 francs. Il n'a pas mangé. Il m'a dit comme quoi, je rentre nourrir d'abord mon père et arracher les herbes devant ma cour. Et subitement, il est parti. À peine 1 heure du temps, papa. On entend seulement que papa Taline. Celle-ci, comme elle fait aussi la baignée, elle en partant, je me suis au-dessus des bruits, à laisser une petite fille comme ça, aussi à terre pour travailler. Parti aussi le voir devant la cour comme ça. Informé, l'adjudant-chef Béga s'est aussitôt déployé sur le lieu du drame avec ses éléments, ainsi qu'une équipe de médecins légistes. Que s'est-il réellement passé? Il est difficile pour l'heure de donner une réponse péremptoire. Mais la thèse d'un empoisonnement prospère le plus, car non loin du corps de ce quinquagénaire, des traces de sang ont été retrouvées, alors qu'il ne portait aucune égratignure. Les médecins, après l'investigation, on constate qu'il n'a pas de blessure. Donc c'est ce que nous sommes en train de vouloir, de nettoyer comme ça, afin de pouvoir mieux savoir si ce n'est pas une tuerie ou bien si c'est une enceinte. Il revient désormais à la brigade de recherche 1 de Bafoussam, qui a ouvert une enquête, de faire la lumière sur cette mystérieuse mort. Pourquoi les travaux d'extension du réseau électrique piétinent dans la ville de Mélon? Pour en savoir davantage, le ministre de l'Eau et de l'Énergie était dans cette partie du pays pour constater les obstacles à l'avancement des travaux. Occasion pour les populations expropriées de revendiquer leurs indemnisations. Nadine Yambou et Cyril Ndiemba. Touchés par le projet de renforcement et d'extension du réseau électrique à Melon, dans le département du Mungo, expriment leur doléance. Face au ministre de l'Eau et de l'Énergie, elles affirment avec regret avoir été exclues de l'opération de recensement en vue d'une indemnisation. Nous n'avons pas été recensés. Nous n'avons assisté à aucune commission. De toutes les démarches que nous avons entamées, nous n'avons pas été écoutés, que ce soit par l'administration. Plus de 12 pylônes se retrouvent dans ces espaces que nous représentons. Il y a une borne dans notre champ qui est bougée et on a demandé qu'on place cette borne avant de sortir le métrage.
Bon, on va se rapprocher aux côtés des gens du domaine pour placer la borne et sortir le métrage et envoyer le dossier. Ces grincements de dents des populations riveraines, quelquefois à l'origine de l'arrêt des travaux, contraint le ministre de l'Eau à effectuer une descente sur le terrain. Évoquant des difficultés financières, Gaston Elundu Somba promet un retour rapide à la normale. Il revient au gouvernement de libérer les emprises. Le partenaire financier lui vient avec les ressources et il construit. Et la ligne de financement d'Exim Bank Aid, elle devra s'arrêter en décembre 2021 pour avoir l'adhésion totale des populations pour que cet important projet qu'il soit sauvé. Parce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui qu'on est dans un contexte de rareté des ressources et on entre à nouveau dans un programme économique avec toutes les contraintes que cela impose en matière de mobilisation des ressources. Pour le maire de Melon, cette visite du ministre Gaston Elundu Somba est perçue comme un dédouanement des autorités locales, accusées d'avoir détourné des fonds destinés aux populations déguerpies pour l'installation des pylônes. Je vous avoue qu'avant son arrivée, beaucoup se disaient en coulisses que le maire, le sous-préfet et les chefs supérieurs ont déchargé leurs revenus. Comme le ministre est venu expliquer, ça rassure toutes les populations et nous ne pouvons lui prier seulement de forcer qu'à la fin, le projet aboutisse pour que les bénéficiaires soient heureux à tout niveau. Les travaux d'extension du réseau électrique de Melon sont censés être livrés avant la fin de l'année 2021. Pour éviter de nouvelles plaintes, le ministre de l'Eau annonce un paiement cette semaine des populations riveraines, de même qu'une descente d'une commission de recensement à Melon afin d'identifier tous les bénéficiaires du projet. Où sont passées les centrales thermiques d'Arala de Yaoundé, déportées dans le septentrion pour combler le déficit énergétique? Les populations confrontées aux coupures intempestives d'énergie viennent de bénéficier d'un projet d'énergie renouvelable financé par l'UNESCO. Amadou Daïrou et Gladys Sidi. Plus de 1000 ménages sont dans le noir, dans la région du Nord et à l'extrême nord. Les localités de Bibemi, Poli et Zina sont concernées par cette absence de l'énergie électrique. C'est dans les ténèbres qu'on vit. Ça fait déjà 20 ans. 20 ans qu'on n'a pas la lumière. Nous sommes déjà dans le noir. Il n'y a pas de lumière. Les enfants n'arrivent même pas à apprendre les leçons parce qu'il n'y a pas la lumière. Parce qu'actuellement, il y a les enfants. Bon, comme il y a les enfants, il n'y a pas de lumière. Les enfants n'ont plus de temps pour étudier leur cahier. On se débrouille avec le feu traditionnel là, et plus les lampadaires de gaz et de pétrole. Ça coûte cher. Les autorités avouent que l'absence d'éclairage a été à l'origine de la hausse des cas d'insécurité. Excepté la ville de Poli, aucun village n'a l'énergie. C'est des heures de pointe, là où il n'y a pas de lumière. Il y a le problème d'insécurité qui se pose. Pour apporter de la lumière dans la vie des populations de Bibemi, Zina et Poli, l'UNESCO a misé sur les énergies renouvelables. C'est la première fois que l'UNESCO met en œuvre un projet sur les énergies renouvelables dans cette zone-ci. Donc on est parti sur la base d'une pédagogie UNESCO, c'est-à-dire on a mené une étude pour voir pourquoi les autres projets dans le domaine des énergies renouvelables n'ont pas atteint les objectifs escomptés, c'est-à-dire que les communautés ne se sont pas appropriées ces équipements-là. On a mené cette étude avec l'appui des collègues de l'université de Marois. On a pu mettre en évidence un certain nombre de faiblesses, notamment l'inadéquation entre les équipements qu'on proposait et la culture. Les ménages recevront des kits solaires pour alimenter leur maison. À côté de cela, chaque commune recevra aussi du matériel, de quoi susciter de l'espoir. Ça va, les ménages qui vont bénéficier, ça va permettre à leurs enfants vraiment de bien étudier. Ils auront la lumière, ils ne vont plus utiliser les bougies ou bien les lampes tempêtes comme avant. Donc, ils pourront utiliser ça pour étudier. Nous espérons au projet qui vient de commencer pour qu'ils puissent finir dans les bonnes conditions. Parce qu'il y a des projets qui commencent et puis ça s'arrête sans finir.
À travers cette initiative de l'UNESCO, plusieurs femmes bénéficieront d'une formation de 4 mois sur l'utilisation des énergies renouvelables à Dakar, au Sénégal. Ça nous permet de laisser les enfants étudier avec. Et pour moi, pour aller à Sénégal, ça me fait très plaisir parce que je pars pour venir avec un de plus. Ce qu'on va nous apprendre, c'est comment arranger la plaque solaire, comment utiliser les charbons améliorés, comment utiliser les cuisines améliorées. L'absence de l'énergie électrique a longtemps été décriée par les populations du Septentrion. C'est donc pour mettre fin à leurs souffrances que l'UNESCO, à travers ce projet, apporte son aide. Le ministère de la décentralisation, en attente des compétences à transférer aux collectivités territoriales décentralisées. Le Premier ministre Tiff Joseph John Gouté vient d'instruire aux ministres concernés de faire parvenir des projets de texte au gouvernement. C'était au cours de la tenue de la première session de la décentralisation. On fait le point dans ce reportage de Guizogo. Une session du Conseil national de la décentralisation vient de se tenir à l'immeuble Étoile qui abrite les services du Premier ministre à Yaoundé. À l'issue de 2 heures de travaux, ponctués notamment par des exposés du ministre de la décentralisation et du développement local, du ministre des Finances et du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire et des échanges, le ministre de la décentralisation estime que le processus de décentralisation avance dans la bonne direction. Pour que l'on parle de l'effectivité de la mise en place des conseils régionaux, il faut que les instances qui les dirigent soient mises en place. C'est le cas. Qu'il fallait que physiquement ces gens aient des environnements de travail qui leur soient conviviaux et qui permettent l'efficacité. Il a été retenu que c'était des espaces qui étaient mis à disposition. Au sens du ministre de la décentralisation, l'accompagnement financier des régions se met aussi en place. Quasiment tous les conseils régionaux ont tenu leur session budgétaire, à l'exception de celui de l'extrême nord. Les dotations de 3 milliards de francs que l'État avait prévu pour chaque conseil sont actées au fur et à mesure que les budgets sont adoptés. Reste, affirme-t-il, de régler la question des transferts de compétences et des ressources humaines. Les équipes ministérielles, les services du Premier ministre travaillent à faire en sorte que ces textes qui portent sur les transferts de compétences soient finalisés. D'ailleurs, un certain nombre a déjà été transmis à M. le Président de la République pour son approbation. Nous sommes en train de finaliser le texte portant statut de la fonction publique locale. Mais du point de vue des élus locaux, il faudrait plus de célérité. Nous, venant des régions, nous voulons que ça aille plus vite. La mise en place de la fonction publique locale, la fiscalité locale, tous ces sont des textes importants. Ok, le nombre d'employés et tous ces éléments-là, jusqu'à présent, on n'est que 9 membres. Mais pour travailler, il nous faut des techniciens. Donc il faut qu'on mette en place rapidement une administration locale. Cela pour que les conseils régionaux, comme il l'estime, puissent satisfaire les populations. Notre objectif serait que ça avance assez vite pour satisfaire la population et même les autorités, puisqu'ils nous parlaient de l'efficacité, de performance. Et pour cela, il faut les moyens et que les moyens soient mis rapidement en place et que les procédures administratives telles que les textes et tout ça, qu'on en finisse cette année pour que l'année prochaine on soit opérationnel. À bien y regarder, il ne serait pas exagéré de pronostiquer qu'il faudra attendre l'année prochaine pour espérer voir des conseils régionaux mieux consolidés. Protéger les populations civiles contre les bavures des forces de défense et de sécurité à l'extrême nord Cameroun, les Nations Unies viennent de tenir un séminaire avec ces hommes en tenue sur le respect des droits humains. On fait le point avec Amadou Daïrou et Donald Brice Kamgan. Question 1. Citez les droits de l'homme que vous connaissez. Ce sont 2 jours d'exercice de routine mais capital pour les forces de défense et de sécurité camerounaises.
Ici à la SASM de Mora, dans le département du Mao-Sava, elles reçoivent des connaissances sur le respect des droits de l'homme en contexte de crise, le cas spécifique de l'extrême nord. Cette formation a été vraiment bénéfique pour nous et nous pensons la mettre en application sur le terrain. Violence faite aux enfants, la violence faite aux femmes, voilà généralement ce type de violence. Donc aujourd'hui, nous allons les respecter et nous voulons que vous comptez sur nous. Les droits des couches vulnérables, les femmes et les enfants particulièrement intéressent le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement. Son bureau de Yaoundé a déployé une équipe pour donner aux 500 participants, soldats de rang, sous-officiers, officiers supérieurs de l'armée de terre et de la marine, les outils pour agir convenablement sur le terrain. En quelques mots, le militaire a pour fonction d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Donc du coup, il ne faudrait pas qu'il viole les droits humains de tout un chacun. Il doit plutôt les faire respecter sur le terrain. Donc ce qu'il ne doit pas faire, c'est qu'il ne doit pas violer les droits de l'homme sur le terrain. Et c'est ça qu'on leur fait aujourd'hui. On leur fait un rappel mémoire sur tous les droits humains déjà, parce qu'ils doivent avoir connaissance de ça. La formation est organisée alors que des rapports font souvent état d'exertion de certains éléments des forces de défense et de sécurité dans une région de l'extrême nord, où le Cameroun combat aux côtés des armées des pays du bassin du lac Tchad la secte Boko Haram. Des cas d'intimidation, de torture, de viol de femmes contre lesquels la hiérarchie militaire s'est souvent dit très sensible, mais cette mise à jour est favorablement reçue, assure le général Bouba Dobekreyo, commandant de la force multinationale mixte de lutte contre Boko Haram. Mais je voudrais d'abord remercier le pilote qui est venu nous épauler dans le cadre du renforcement de nos capacités opérationnelles, en nous proposant trois thèmes. Le premier thème sur le DIH, le deuxième thème sur les droits de l'homme et le troisième thème, n'est-ce pas, les violences faites aux femmes. Je préfère le mot femme au lieu de dire genre. Les modules du séminaire de 2 jours, le droit international humanitaire, la prise en compte de l'approche JA en contexte de conflit, objectif créer une symbiose entre l'armée et les populations en réduisant les cas de violation des droits de l'homme. La 5e promotion des élèves sous-officiers prêts à servir la nation. Ils ont été près de 1000 à recevoir leur diplôme de fin de formation au CIESO, le centre d'instruction des élèves sous-officiers de Koutaba. Joël Essengue et Gizogo. La cuvée de la 5e promotion du centre d'instruction des élèves sous-officiers, CIESO, est opérationnelle. C'est à l'issue de la cérémonie officielle de leur sortie, présidée par le chef d'état-major des armées, le général de corps d'armée, René-Claude Meka. 2 années auront été nécessaires pour leur formation, constituée de plusieurs modules, dont la marche, le tir, le maniement des armes et le combat corps à corps. Au bout de cette formation, les résultats sont rendus publics. À l'origine, nous avions 1014, nous en avons perdu 6, 3 décédés et 3 radiés. Et à la fin, il y a 1004 qui se présentent pour l'examen final. Il y a 4 qui étaient déserteurs. Et sur les 1004, il y a 27 qui n'ont pas pu avoir leur parchemin. Ici, on ne distribue pas les diplômes. Il faut mériter. Parce que sur le théâtre d'opération, ça ne pardonne pas. À l'actif de la 5e promotion, des actions qui ont retenu l'attention des formateurs. Cette promotion brille par le fait qu'elle a fait une marche de 400 km, c'est inédit, et surtout elle a fait une action de reboisement de 12 hectares, 30 000 pieds d'eucalyptus plantés. Les lauréats, eux, se réjouissent d'être arrivés au terme de leur formation. Je suis fier aujourd'hui d'avoir reçu mon CAT2, porté sergent. Ça n'a pas été facile, c'était tellement difficile, mais j'ai surmonté toutes les épreuves, je suis arrivé au bout. Et je remercie le Seigneur. Après avoir passé 22 mois dans ce centre, beaucoup de joie. En fait, c'est indescriptible de savoir et de repenser à tout ce qu'on a d'abord vécu avant et voir le triomphe là. Merci à la hiérarchie, merci aux samouraïs et merci à tous nos parents. L'émotion est à son comble parce que j'aime bien crier, pleurer, c'est très grave. Je suis tellement contente parce que après 2 ans de formation, c'était vraiment très rude, très difficile. Mais quand on voit le bout du tunnel, quand on voit la fin comme ça, on se dit, mais on a pu y arriver. C'est en fait ça qu'on nous a appris ici dans l'école armée. Désormais, ils vont faire valoir leur talent dans les différentes unités opérationnelles.
Je vous le disais en titre, l'hôpital de district de Nanga et Boko, plus que l'ombre de lui-même. Le délabrement du plateau technique, le manque de personnel, ajouté aux coupures intempestives, compromettent la qualité des soins administrés aux patients. Des plaintes portées à l'attention du ministre de la Santé publique. Le docteur Manaouda Malachi y a effectué une visite de travail. D'autres précisions dans ce reportage de Marcelin Gorsop. À Nanga et Boko, l'électricité est une denrée plutôt rare. Les populations sont habituées aux coupures, qui durent parfois plusieurs semaines, plongeant ainsi dans les ténèbres. Le chef-lieu du département de la Haute-Sanaga, l'hôpital de district de la localité, n'en est pas épargné. Il y a un problème de rupture d'énergie qui est fréquent. Donc on a demandé au ministre s'il était possible de nous octroyer un groupe électrogène, parce qu'en pleine opération, on peut avoir une rupture. Face au ministre de la Santé publique, le directeur de cet hôpital dresse le triste tableau des maux qui plombent son fonctionnement, portant ainsi un sérieux coup à la qualité des soins qui sont administrés aux patients. Aux coupures intempestives d'électricité s'ajoute la rareté de l'eau potable, l'insuffisance du personnel soignant et la vétusté des équipements d'imagerie médicale. Des récriminations et bien d'autres qui ne sont pas tombées dans les oreilles de sourds. Le ministre nous a rassurés et il a dit qu'il tient compte de nos doléances et qu'il fera ce qu'il pourra. Il y a aussi également l'imagerie médicale qu'on a évoquée avec le ministre. Cette visite a également permis au ministre de la Santé publique d'évaluer la campagne de vaccination en cours contre la Covid-19. À ce jour, nous sommes à 99 vaccinés pour la première dose et 55 pour la deuxième dose, soit un total de 156. Et le vaccin que nous avons utilisé jusqu'à ce jour, c'est le Sinopharm. Donc dans notre stock, nous avons encore 2000 doses de vaccin AstraZeneca. C'est vrai que c'est timide, mais on essaie de faire la sensibilisation, former les gens sur le bien de se vacciner. Selon les données récentes publiées par le gouvernement, plus de 110 000 Camerounais ont déjà reçu leur première dose de vaccin, contre un peu plus de 16 000 pour la deuxième dose. Parlons sport à présent. 24e Coupe d'Afrique des Nations féminines de handball. Le Cameroun vice-champion. Les Lions ont été domptés 25-15 par les Palanquinas Negras d'Angola. La finale s'est achevée il y a quelques instants au Palais des Sports de Yaoundé. La cérémonie de remise des trophées et médailles a été présidée par le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Gongo, représentant personnel du chef de l'État, Paul Biya. Enlevé de rideau, la Tunisie a battu les Diablesses rouges du Congo-Brazzaville sur le score de 22-17. Ainsi, au classement général, l'Angola championne, le Cameroun vice-champion, 3e Tunisie, 4e Congo-Brazzaville, bon dernier Cap-Vert, Kenya et Madagascar. Toujours en sport, sur le chemin de la CAN, allons à la découverte ce soir des premiers pas du bébé Fecafoot au début des années 1960. Admise membre de la FIFA, la Fecafoot est aussitôt suspendue pour insolvabilité d'une cotisation annuelle de 179 000 francs CFA. Innocent Abega et Jean-Paul Chouniat. Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Au bout de 25 années de gestion chaotique du football camerounais, ponctuée de dissolution des différentes associations sportives chargées des coupes et championnats à l'époque, les nationaux, à la tête de la nouvelle fédération camerounaise de football créée en 1959, se débrouillèrent mieux que les expatriés coloniaux français Lalanne et Julliard. Ayant dirigé tour à tour la Fédération athlétique du Cameroun créée en 1934 et la Ligue de football du Cameroun fondée en 1952.
Si la bataille fut rude pour la mise en place de la FECAFOOT dès 1959, l'organe fédéral avait eu maille à partir pour son affirmation sur la scène internationale, dans un contexte d'accession mouvementée des pays africains à l'indépendance. Le Cameroun comptant 124 clubs de division d'honneur, la première et la deuxième division, à sa première année de souveraineté internationale. Le président élu Amos Ngankou sollicite son affiliation à la FIFA le 20 août 1960. Mais non assuré de voir le comité exécutif de la FIFA prendre la candidature du Cameroun au sérieux, Amos Ngankou écrit au secrétaire général de la Fédération française de football, Pierre Delaunay, pour soutenir sa demande d'adhésion au concert des grandes nations de football. Le patron administratif de la 3F motiva son soutien au Cameroun, évoquant l'exemplarité du postulant dans les précédentes collaborations avec les instances dirigeantes du football camerounais. Doléance accordée, la FIFA exige le 17 mars 1961 les statuts de la FECAFOOT pour examen à son congrès des 8 et 9 février 1962 à Zurich en Suisse. Et un mois et demi plus tard, la FECAFOOT devint membre à part entière de la Fédération internationale de football association, comme le notifia alors le secrétaire général de la FIFA de l'époque, le Dr Kazer à Amos Ngankou, dans la lettre d'admission du Cameroun du 27 mars 1962. La même année, la FECAFOOT n'honore pas son engagement contractuel à s'acquitter de 300 francs suisses, soit 179 000 francs CFA, de contribution annuelle à verser à la FIFA, et plusieurs fois rappelé à l'ordre sans suite. Depuis le 29 octobre 1962, l'instance fêtière du football mondial, sans d'autres formes de procès, suspend la FECAFOOT le 16 juin 1964. Le Cameroun règle finalement sa dette le 1er juin 1964 et la FIFA rétablit la FECAFOOT dans ses droits. Notre pays, le Cameroun, avait désormais sa place et son mot à dire dans les instances du football mondial. Ce programme vous a été offert par Kadjibir. Notre patrimoine, c'est vous. C'est avec ce reportage de Jean Pochoniat et Innocent Abega que nous mettons un terme à cette édition du 20h. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques secondes Serge Alotou et ses invités pour la deuxième partie d'Equinox Soir. Serge Alon. Encore des casses à Douala. Cette fois-ci, nous sommes dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. Il faut dire, Serge Alotou, que ces familles passeront la nuit à la Belle Étoile. Impuissantes, elles ont assisté à la destruction de leur maison d'habitation à la suite d'un litige, les opposant à un tiers, se revendiquant propriétaires du terrain mis en valeur. Serge Alotou. Voilà, madame, monsieur, c'est l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Julien Berthe. Très bonne soirée à vous. Rendez-vous lundi. 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite. Equinox Soir. Retour sur le plateau.